Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de se retrouver pour cette 5e rencontre JOS contre la fibrose digitale, organisée avec les laboratoires Roche, que je remercie pour leur soutien solide à la communauté FPI. Je suis Jean-Michel Fourier, je suis le président de la PEFPI et moi-même atteint d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Aujourd'hui, nous allons parler d'oxygénothérapie. C'est un sujet compliqué, une étape de la maladie difficile à accepter, qui sera inévitable pour la très grande majorité d'entre nous. C'est pourquoi nous vous proposons de mieux comprendre cette oxygénothérapie, le pourquoi c'est nécessaire avec le docteur Guillaume Beltramo, qui est pneumologue au CHU de Dijon. Ensuite, le comment ça se passe pratiquement avec le professeur Marjolaine Georges, également pneumologue au CHU de Dijon. Mais sans oublier les appréhensions que ça peut générer, les difficultés de la vie que nous verrons avec le docteur Stéphanie Van Wallegem, qui est psychologue et maître de conférences en psychologie clinique à l'université de Paris-Nanterre. Cette conférence sera enregistrée et disponible en replay dans les prochaines semaines. Vous avez des documents sur l'oxygénothérapie, je crois, et sur l'association en bas de votre écran que vous pouvez télécharger. Et puis enfin, comme habituellement, vous pouvez poser vos questions pendant les interventions à l'aide du chat que vous devez voir à droite de votre écran. Voilà. Docteur Beltramo, bonjour. En quoi l'apport d'oxygène supplémentaire nous est-il utile et indispensable à partir d'un certain stade de la FPI? Bon, Monsieur Fourier, je vous remercie pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, nous allons traiter dans un premier temps de l'intérêt de l'oxygénothérapie dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, le poumon fait partie du système respiratoire dont la finalité est d'apporter l'oxygène à la mitochondrie dans la cellule pour que cette dernière puisse produire de l'énergie. Le poumon est une pompe qui sert à faire rentrer de l'air chargé d'oxygène et faire ressortir de l'air chargé de gaz carbonique qui a été produit par l'organisme. Cette pompe amène donc au fond de l'alvéole l'oxygène et cet oxygène va devoir passer dans le vaisseau pour être distribué par la suite aux organes périphériques. Le passage de l'oxygène se fait grâce à une membrane qui est extrêmement fine, inférieure à 0,2 micron, et qui est très étendue. Si on déplisse l'intégralité d'un poumon, on a une superficie d'environ 150 à 200 mètres carrés. Cette membrane résulte du repli de nombreuses alvéoles que l'on peut voir sur l'image située en haut à droite. Vous voyez une coupe de poumon sur une biopsie en anatomopathologie et cette fine dentelle correspond aux nombreuses alvéoles qui vont servir aux échanges des gaz. Dans la fibrose pulmonaire idiopathique, comme on peut le voir dans d'autres maladies également, on a une atteinte de la diffusion de ces gaz du fait d'un épaississement de cette membrane qui se doit d'être très fine pour pouvoir permettre au gaz de passer et une destruction de la superficie de membrane, de la superficie d'échange que l'on a, ce qui va perturber les échanges des gaz. Ainsi, quand on regarde sur cette courbe, on voit le temps de passage d'un globule rouge au sein d'un capillaire. C'est le petit vaisseau qui est au contact de l'alvéole. Ce globule rouge, en temps normal, va mettre un tiers de son temps de passage pour se charger complètement en oxygène. Et le globule rouge est à 100% de saturation quand il va sortir du capillaire et arriver au niveau de la partie gauche du cœur pour être distribué par la suite en périphérie. Quand on a une destruction ou un épaississement, une altération de cette membrane d'échange, le globule rouge va mettre plus de temps pour se charger en oxygène. Et ainsi, il va devoir prendre tout son temps de passage pour pouvoir se charger à 100% en oxygène. En situation de repos, le débit cardiaque étant faible, ce globule rouge va avoir le temps, tant bien que mal, de se charger et le patient ne présentera pas de gêne respiratoire particulière. Dans
un stade initial de la maladie. Par contre, à l'accélération du débit cardiaque lors d'un effort, le globule rouge passant plus rapidement dans le capillaire, ce dernier n'aura pas le temps de se charger et le patient peut exprimer une gêne respiratoire à l'effort, un essoufflement à l'effort. Dans un stade plus évolué de la maladie, la poursuite de la destruction de la superficie d'échange ou la poursuite de l'épaississement de la membrane va conduire à un passage encore plus difficile de l'oxygène qui finalement, même au repos, n'aura pas le temps d'aller suffisamment charger l'hémoglobine. Et ainsi, le patient peut exprimer à ce moment-là un essoufflement, y compris au repos. Ainsi, l'apport de l'oxygène en grande quantité va permettre, en amenant plus de molécules, que ces dernières passent plus facilement cette membrane. Et donc, l'oxygénothérapie va présenter un intérêt pour le patient en améliorant ses capacités d'exercice, ses capacités à l'effort, en le rendant moins essoufflé. Ça améliore, on le sait, la distance parcourue au test de marche de 6 minutes que certains d'entre vous ou vos proches ont pu réaliser dans le cadre du suivi de leur maladie, qui est un très bon reflet de la capacité d'oxygénation de l'organisme à l'effort. Ces zones non ventilées où l'oxygène va passer difficilement vont s'associer à une fermeture des vaisseaux qui, ne voyant pas arriver d'oxygène, ne vont pas apporter de sang. Cette fermeture des vaisseaux va aboutir à une répartition différente de la masse sanguine dans le poumon, ce qui fait que plus de sang va devoir passer dans moins de vaisseaux. Et ça va aboutir à des lésions au niveau des vaisseaux du poumon qui vont conduire à un risque de complication appelée l'hypertension pulmonaire. Il y a un débit plus important dans ces vaisseaux, donc une hypertension pulmonaire. Cette hypertension pulmonaire va retentir sur la partie droite du cœur, qui est celle de la circulation pulmonaire, qui envoie le sang à oxygéner au poumon. Et cette hypertension pulmonaire peut venir aggraver l'essoufflement, aggraver la maladie et son pronostic. Donc, l'oxygénothérapie va prévenir cette complication et éviter d'autres types de complications liées à la baisse brutale du taux d'oxygène à l'effort, que sont les syncopes. Donc, on voit là plein d'intérêts à cette oxygénothérapie. Mais tout de suite, on n'est plus limité quant aux effets sur la qualité de vie. Vous voyez, j'ai mis effet variable, puisque ça va induire potentiellement un stress psychologique, il va y avoir un impact sur le patient, c'est un challenge éventuellement physique, le transport de ces sources d'oxygène, et puis ça va impacter également sur les aidants. Et l'effet est variable sur l'essoufflement, que l'on appelle dyspnée en termes médicaux, et on va voir pourquoi. Et d'emblée, on peut citer cette étude de 2017 qui retrouvait que seulement 39% des patients qui avaient été mis sous oxygénothérapie jugeaient avoir eu suffisamment d'informations sur cette dernière. Autre étude sur l'intérêt de l'oxygénothérapie vis-à-vis du ressenti des patients. Sur le tableau 2, écrit Table 2, vous voyez un premier encadré où on voit une saturation en oxygène chez des patients qui étaient sous oxygène comparé à un test de marche de 6 minutes du même patient avec des bouteilles qui contiennent que de l'air pour un effet placebo. On voit une différence de saturation qui n'est pas extrêmement importante. On passe de 80 à 84%, ce qui est néanmoins significatif ici dans cette étude. Par contre, quand on regarde les lignes dyspnéa, qui veut dire dyspnée, essoufflement, on voit que le ressenti du patient en termes d'essoufflement va être le même que le patient soit sous oxygène ou soit sous air ambiant, c'est-à-dire que l'oxygène ne va pas améliorer sa sensation d'essoufflement. C'est ce qu'on voit également sur le tableau 4, table 4 à droite de l'écran, où vous avez l'échelle de Borg, qui est cette échelle où on vous pose la question entre 0, il n'y a pas d'essoufflement, et 10, c'est le pire essoufflement que vous puissiez imaginer. Vous voyez qu'entre l'oxygène et l'air, finalement, les chiffres, à quelques patients près, sont souvent les mêmes. Alors, pourquoi on insiste auprès des patients pour qu'ils portent cet oxygène, qui certes prévient des complications, améliore quand même leur performance, mais n'améliore pas l'essoufflement? Eh bien, c'est parce que l'essoufflement n'est pas qu'une question d'oxygène. Je vous l'ai dit, le but de la respiration, au final, c'est d'apporter l'oxygène à la mitochondrie que l'on a tout à gauche de ce schéma. Si on part de droite, l'oxygène arrive, le poumon, par l'inspiration, l'amène jusqu'au vaisseau, il passe les vaisseaux, le cœur et le sang l'amènent au muscle en périphérie, le muscle le consomme, produit du gaz carbonique qui fait le schéma inverse pour sortir du poumon. Toutes ces étapes du système respiratoire peuvent être en cause dans les mécanismes d'essoufflement.
Alors, l'essoufflement, on en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? L'essoufflement, faut le concevoir comme la douleur de la respiration. Hein. La respiration, c'est un message automatique qui naît au niveau du tronc cérébral, juste en dessous du cerveau, et qui va commander une respiration, une ventilation, sans qu'on ait à y penser. Et puis, vous savez qu'on peut contrôler aussi sa respiration, puisqu'on a un niveau de contrôle cortical. On peut faire des apnées, on peut faire des grandes inspirations, souffler, vider son pouls. Toute fonction autonome dans l'organisme est surveillée. Et cette respiration autonome est surveillée. C'est le cas également de votre fréquence cardiaque. Par exemple, si vous avez une extrasystole, vous avez sûrement tous ressenti à un moment le cœur qui saute dans la poitrine. On sent pas son cœur battre en permanence et pourtant, quand il va avoir un battement anormal, on va le percevoir. C'est les fonctions d'écoute et de surveillance de l'organisme qui vous fait prendre conscience qu'il y a une anomalie. La prise de conscience d'une anomalie au niveau de la respiration va générer ce message d'erreur, ce message de douleur respiratoire qui est très inconfortable et sur lequel après on va finir complètement concentré à plus pouvoir penser à autre chose et souffrir de cet essoufflement. Hein. C'est une perception en permanence de la respiration pour le patient porteur d'une insuffisance respiratoire. Alors, comment l'organisme surveille le déroulement de la respiration? Il a des capteurs d'oxygène, des capteurs de gaz carbonique qui, effectivement, vont permettre de mesurer ces différents taux. Et donc, l'oxygène, augmentant le taux d'oxygène dans le sang, va permettre de calmer l'essoufflement lié à ces capteurs. Mais il y a également d'autres capteurs, des capteurs de pression dans la cage thoracique. Est-ce que le poumon s'est bien gonflé? Est-ce qu'il y a eu suffisamment d'air qui s'est écoulé dans les voies aériennes? Est-ce que les muscles de la cage thoracique ont bien bougé? Hein, si on vous contentionne, qu'on vous empêche de faire un grand mouvement respiratoire, vous allez être essoufflé sans pour autant manquer d'oxygène. Donc l'oxygène ne corrige pas ces messages d'alerte que l'on va avoir notamment dans la fibrose pulmonaire idiopathique du fait de la restriction de la perte d'élasticité du poumon qui devient rigide. Et cette rigidité est elle aussi une source d'essoufflement qu'on ne peut pas traiter avec l'oxygène. Alors, cette maladie respiratoire va entraîner une dyspnée avec une part respiratoire. Et quand on est essoufflé, la réponse naturelle de l'organisme, c'est de se préserver, de faire moins d'efforts. Ça mène à un déconditionnement, une perte d'efficacité du muscle, une régression des voies métaboliques qui sont les voies qui consomment l'énergie au niveau du muscle et qui va à son tour, comme je vous l'ai montré dans le schéma, participer à la dyspnée, à aggraver cette dyspnée avec une part musculaire cette fois-ci dans l'intégralité de l'appareil respiratoire. Plus d'essoufflement, plus de dyspnée, le patient fait encore moins d'activité et on a un cercle vicieux comme ça qui va venir s'installer et aggraver la situation. Ce cercle vicieux, on peut le réverser avec la mise en place d'une oxygénothérapie qui calme en partie l'essoufflement, donc permet au patient de refaire de l'effort, mais également avec le reconditionnement musculaire, la réhabilitation qu'on a sûrement dû tous vous proposer et qui est très utile à la récupération d'une efficacité musculaire permettant de refaire de l'exercice et donc de se sentir moins essoufflé. L'oxygénothérapie a néanmoins aussi d'autres inconvénients. Elle peut être chez l'insuffisance respiratoire grave une source d'hypercapnie, d'augmentation du gaz carbonique par divers mécanismes qui sont trop compliqués et longs à présenter. Mais en cas d'insuffisance respiratoire avec augmentation du gaz carbonique, la mise en place de l'oxygénothérapie se fait sous surveillance et souvent en hospitalisation. Il y a des risques de survenue de brûlure et d'incendie. C'est un corps incandescent, explosif. On l'utilise pas à proximité des sources de chaleur et des flammes. Et c'est toujours contre-indiqué en cas de tabagisme actif, bien sûr. Ça va entraîner, puisque c'est un oxydant, l'oxygène, une sécheresse au niveau des muqueuses, donc des tissus, de la bouche, du nez, et ça peut entraîner un inconfort, raison pour laquelle on propose souvent un humidificateur, mais qui lui-même peut être source de contamination bactérienne s'il n'est pas suffisamment souvent remplacé et correctement utilisé. Donc, ça reste un médicament, l'oxygénothérapie, et il y a des règles de prescription et des effets indésirables comme tout médicament. Ces indications, on les reverra sûrement plus précisément avec le professeur Georges après. L'oxygénothérapie, il y a des indications clairement posées. Elle rentre dans le cadre de l'ALD, de la prise en charge à 100%, avec des indications en fonction du taux d'oxygène. Et dans la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est sur le gaz du sang, avec au moins 2 contrôles au repos à 15 jours d'intervalle, en situation stable de la maladie, avec une pression artérielle, donc dans l'artère,
d'oxygène inférieur à 60 mm de mercure. Et ça indique la mise en place d'une oxygénothérapie que le médecin propose durant au moins 15 heures par jour, parce que c'est la quantité, c'est la durée d'oxygénothérapie qui a prouvé une diminution du risque d'hypertension pulmonaire et donc de complications cardiaques à cette insuffisance respiratoire. Donc en conclusion, on va en reparler longuement, c'est une étape de la maladie difficile à accepter car souvent témoignant de la progression de cette dernière. Difficile à accepter d'autant plus qu'elle impacte sur le plan psychologique avec et de la qualité de vie avec l'apport de matériel dans le domicile, l'intrusion de la maladie dans le domicile pour les aidants, et puis qu'elle n'améliore pas toujours la qualité de vie, même si elle peut l'améliorer, même si elle peut améliorer la toux, l'essoufflement, certaines capacités à l'effort, c'est pas toujours perçu comme d'un grand intérêt par le patient, alors que le but reste aussi quand même la prévention des complications liées à la baisse chronique du taux d'oxygène. Et donc, il y a une place très importante à l'éducation thérapeutique et à l'information, peut-être insuffisamment donnée par le corps médical et paramédical sur cette oxygénothérapie. C'est pourquoi on a mis en place, nous, à Dijon, une consultation spécifique pour la mise en place d'oxygénothérapie de déambulation et pour trouver la source optimale, la source parfaite n'existant pas, pour chaque patient, pour chaque situation, comme va pouvoir vous l'expliquer le professeur Georges. Bonjour à tous, je vais donc prendre la suite de mon collègue le docteur Beltramo. Je vous remercie de m'avoir invité à cette présentation et charge à moi de vous expliquer du mieux possible les sources dont on dispose actuellement avec leurs contraintes techniques, leurs avantages et leurs inconvénients pour fournir de l'oxygène au domicile. Donc, comme vous l'a expliqué le docteur Beltramo, l'indication de l'oxygénothérapie repose sur la mesure du taux d'oxygène et on va avoir deux grandes situations. La situation où il y a un manque d'oxygène au repos avec un gaz du sang que l'on peut faire au niveau de l'artère du poignet ou en capillaire au niveau de l'oreille. Et si le taux d'oxygène est inférieur dans l'artère, dans le sang à 60 mm de mercure, ce qui correspond approximativement à une saturation quand on vous la prend au bout du doigt entre 90 et 92%. On va retenir une indication à une oxygénothérapie que l'on va utiliser au repos, à l'effort et la nuit pour un total de au moins 15 à 18 heures par jour. Il y a une autre situation qui est en fonction de l'évolution de la maladie et elle apparaît en général plus précocement et avant ce manque d'oxygène au repos, un manque d'oxygène qui est limité aux situations à l'effort et que l'on va mettre en évidence, soit quand on pratique un test de marche et on va considérer qu'il est significatif de baisser la saturation d'au moins 5% à partir de la saturation de base, en passant en dessous de 89%. Ou que l'on va également pouvoir mettre en évidence si l'on vous fait un test d'effort sur cyclo-ergomètre et que l'on vous fait pédaler sur une bicyclette, ce qu'on fait typiquement avant les séjours en réhabilitation respiratoire. Et là aussi, on va considérer que vous manquez d'oxygène et que cela peut s'avérer dangereux à l'effort si la PO2 baisse en dessous de 60 mm de mercure sur le gaz du sang que l'on pratique au cours de l'effort. Dans ces deux situations, on va indiquer une oxygénothérapie qui s'accompagnera d'un matériel spécifique à l'effort. Alors, c'est un peu laborieux parce que cette prescription est très encadrée par la sécurité sociale parce que vous verrez que cette oxygénothérapie engendre des coûts importants et qu'il y a donc un certain nombre de vérifications avec la vérification du taux d'oxygène au repos à 15 jours d'intervalle. Et puis, on vérifie également que l'oxygénothérapie que l'on vous prescrit apporte quelque chose, soit en termes d'essoufflement, soit en termes de qualité de vie, soit en termes de performance à l'effort. Et on peut être contraint parfois de démontrer que l'oxygénothérapie vous permet d'augmenter, par exemple, la distance de marche parcourue sur le test de marche des 6 minutes. Et puis, on vérifiera également assez systématiquement que l'oxygénothérapie n'entraîne pas 15 jours ou 3 semaines après sa mise en place d'augmentation du taux de gaz carbonique qui est un effet secondaire indésirable de l'oxygénothérapie.
Cette mise en place de l'appareillage d'oxygène s'accompagne systématiquement du choix d'un prestataire avec un accord entre le pneumologue et le patient pour mettre en place un appareillage qui vous est loué et mis à disposition au domicile par le prestataire et qui rentre dans la prise en charge de votre ALD et qui s'accompagne également d'un suivi technique au domicile. Je ne reviens pas sur cette diapositive que vous a montré le docteur Beltramo, juste pour vous dire que la mise en place de l'oxygénothérapie, c'est également effectivement un moment clé dans l'évolution de la maladie, qu'il y a des preuves de l'efficacité de cette oxygénothérapie sur vos capacités à l'exercice et sur également votre temps d'endurance, mais qu'il y a un effet relativement variable sur l'essoufflement et sur la toux, et que en dehors de la prévention des complications cardiaques du manque d'oxygène au long cours, ça impacte éventuellement également négativement sur votre qualité de vie vis-à-vis du rapport que vous avez par rapport au regard des autres quand vous sortez dans la rue éventuellement avec les lunettes à oxygène, que ça représente toujours des contraintes techniques, une certaine angoisse quant à la quantité d'oxygène disponible ou au temps de batterie restant. Et puis ça impacte également sur vos aidants qui sont en général quand même ceux qui vont se préoccuper de la source d'oxygène et éventuellement la porter pour vous quand elle est trop difficile à déplacer. Donc, on a un choix quand même relativement étendu en termes de possibilités techniques et vous allez voir que on va détailler un petit peu plus avant leurs caractéristiques et leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, on a toujours, quand on prescrit de l'oxygène, y compris quand on ne prescrit que de l'oxygène à l'effort, une source fixe au domicile qui permet de faire les efforts, par exemple, à l'intérieur de la maison, et puis une source pour la déambulation qu'on va utiliser si on souhaite sortir dans le jardin ou plus loin, ou prendre l'avion, ou partir en vacances. À la maison, classiquement, on a la possibilité d'avoir soit un concentrateur fixe qui est branché sur l'électricité, soit une cuve qui est un réservoir d'oxygène liquide, et ces deux sources vont se combiner à une autre source pour la déambulation, soit une bouteille d'oxygène comme à l'hôpital, soit un petit portable que l'on va remplir d'oxygène liquide sur la cuve de réserve qu'on a au domicile, soit ce qu'on appelle un concentrateur portable, soit des bouteilles d'oxygène que l'on va fabriquer à la maison et dont on va voir un petit peu plus loin le fonctionnement. Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement complexe et qu'on a tellement de choix? D'abord parce que ces sources, elles ont été essentiellement développées pour répondre à vos besoins et pour améliorer l'autonomie des malades. Elles ont également été développées pour répondre à des besoins spécifiques et très clairement, toutes les sources ne permettent pas de répondre à un besoin comme partir en week-end un peu au pied levé ou en vacances ou aller rendre visite à des enfants qui habitent un peu loin ou souhaiter prendre l'avion. Il y a également des sources qui sont adaptées à votre logement. Il est sûr que si vous habitez au 3e étage sans ascenseur au centre-ville dans un escalier à vis, c'est pas la même chose que d'habiter dans un pavillon en banlieue ou que d'habiter en race campagne et un peu loin de toutes les grandes villes, et que en fonction de votre logement ou en fonction de vos habitudes de vie, ce qui va nécessiter quand même forcément que quand on fait la consultation pour l'oxygénothérapie, on rentre un peu dans cette intimité pour pouvoir répondre au mieux à votre besoin. Et puis enfin, il y a un troisième aspect qui est probablement plus secondaire pour vous, mais qui est important pour la sécurité sociale, c'est que cette oxygénothérapie, elle coûte cher, et pour approximativement 100 000 patients équipés en France, ça coûte 380 millions d'euros à la sécurité sociale. Et l'oxygénothérapie liquide, qui jusque-là passait comme la panacée et la meilleure solution et qui était facilement prescrite pour les patients à partir d'un certain débit d'oxygène ou d'une certaine dépendance à l'oxygène, eh bien, elle coûte beaucoup plus cher que toutes les autres solutions, et pourtant, elle n'est pas parfaite et certains patients sont bien plus équipés avec autre chose qu'une oxygénothérapie liquide. La troisième chose qui complexifie ce débat, c'est l'invention du débit pulsé. Alors, quand vous avez de l'oxygène, vous avez l'habitude de l'oxygène que l'on utilise à la maison, que l'on utilise à l'hôpital, qui débite un certain litre par minute à l'inspiration et à l'expiration. Pendant ce temps-là, globalement, pendant une moitié du temps, à l'expiration, l'oxygène qui arrive dans le nez ne sert à rien puisque vous êtes plutôt en train de souffler. Donc, on a développé ce qu'on appelle un débit pulsé ou un oxygénothérapie avec une valve à la demande. En gros, c'est un bolus d'oxygène qui fait pchit dans le nez
par l'intermédiaire des lunettes ou par l'intermédiaire d'un masque au moment où on va respirer l'oxygène. Donc, au moment de l'inspiration, il y a la délivrance de ce bolus d'oxygène. Ça complexifie les choses parce que ça nécessite, de vérifier auprès d'un médecin ou d'un kinésithérapeute ou d'une infirmière que le bolus d'oxygène est délivré à l'inspiration au bon moment, à chaque fois que vous en avez besoin, que vous respiriez plus ou moins vite, plus ou moins fort par le nez ou par la bouche. Et puis, il n'y a pas d'équivalence stricte entre les litres minutes dont on avait jusqu'à présent l'habitude et les bolus de l'oxygène. Et en fonction du matériel que l'on utilise, 2 litres minutes va correspondre à un bolus 2, 3, 4 ou 5 en fonction du matériel. Donc, ça nécessite véritablement un choix très personnalisé et un essai en règle générale en milieu hospitalier. Alors, pour les systèmes pour lesquels vous avez la possibilité d'avoir de l'oxygène à la maison, on a le système basique, je dirais, qui est le concentrateur fixe au domicile. Ça, c'est gros comme une petite valise de voyage. Ça se branche sur l'électricité. Et le principe, c'est que ça va pomper l'air ambiant pour en extraire l'azote via un tapis de zéolite, qui est un composé chimique qui va extraire l'azote et qui va ne garder que l'oxygène et l'envoyer dans les lunettes en passant à travers un humidificateur éventuellement. L'oxygène est pur entre 90 et 100% et ça permet d'assurer un débit de 0,5 litres par minute jusqu'à 9 litres en fonction du modèle. C'est extrêmement fiable, robuste, ça ne tombe jamais en panne ou quasiment, ça nécessite très peu d'intervention des techniciens et ça vous laisse du coup très autonome. C'est éventuellement transportable par un aidant dans le coffre de la voiture pour aller rendre visite quelques jours aux enfants. Ça s'accompagne pour les patients qui déambulent peu et qui sortent peu de leur domicile de bouteilles d'oxygène comme on en a à l'hôpital, qu'on met sur un petit chariot et qu'on va utiliser. C'est typiquement pour les patients qui ne sortent de leur domicile que pour aller chez un médecin ou pour aller chez le coiffeur une fois par mois. C'est très peu pratique pour les malades qui souhaitent sortir plus de leur domicile. Jusqu'à présent, pour ces autres patients, on utilisait essentiellement de l'oxygénothérapie liquide, mais l'oxygénothérapie liquide, ça se présente sous la forme de cuves qui sont relativement imposantes et qui vont prendre de la place dans la maison puisqu'on en a entre 2 et 4 en fonction du débit d'oxygène. Et le principe, c'est que dans ces cuves, il y a de l'oxygène congelé, donc qui est sous forme liquide à moins 180 degrés. Ça représente un gain de place très important puisque pour 1 litre d'oxygène liquide, on va refabriquer en le réchauffant progressivement dans le petit serpentin qui est caché sous le chapeau ici à trous en de l'oxygène gazeux et avec 1 litre de liquide, on refabrique à la maison 860 litres d'oxygène gazeux. L'avantage, c'est que ça permet donc de remplir un petit portable en se connectant sur la grosse cuve, portable qu'on met en bandoulière et avec lequel on peut sortir. C'est le matériel dont on dispose actuellement qui est le plus léger et qui permet surtout de délivrer les débits les plus importants qui sont quand même souvent nécessaires dans la fibrose pulmonaire idiopathique. On peut avoir jusqu'à un débit de 12 litres à l'effort. La problématique, c'est que ça représente un volume de stockage important, que ça fait de la condensation, donc ça goutte par terre. Et puis, il faut être régulièrement livré par le prestataire de quelque chose qui est lourd. Ce qui explique que si vous habitez au 3e étage sans ascenseur dans un escalier à vis, vous ne pouvez pas bénéficier d'une oxygénothérapie liquide. Et c'est la même chose si vous avez que du parquet à la française au domicile. Ça va être un petit peu difficile à gérer ces cuves d'oxygène liquide. Par ailleurs, le risque est plus important d'accident. Le docteur Beltramo vous a rappelé que c'était contre-indiqué en cas de flamme à proximité. Et là, très clairement, la réserve d'oxygène liquide, elle est plus à risque de combustion qu'un concentrateur. Donc, s'il y a des fumeurs au domicile ou s'il y a un chauffage à bois, ça nécessite de la sécurité supplémentaire et ça peut inquiéter un certain nombre de personnes. Raison pour laquelle des sources alternatives ont été développées. Et la première de ces sources alternatives, c'est la station de remplissage. La station de remplissage, elle a un avantage, c'est qu'elle est parfaitement adaptée aux gens qui habitent un peu loin de la ville, avec une livraison qui n'est pas facile par le prestataire, puisqu'elle permet de fabriquer là, domicile, le nombre de bouteilles d'oxygène dont on a besoin. Le principe, c'est un concentrateur qui va alimenter un compresseur qui lui-même remplit la bouteille d'oxygène
comme les bouteilles d'oxygène de l'hôpital. À l'intérieur, c'est moins comprimé, donc il y a moins d'oxygène que dans une bouteille de l'hôpital, mais l'alliage est différent et le rend plus léger et parfaitement transportable en bandoulière. La principale différence entre le premier et le deuxième système sur la diapositive, c'est que dans le premier, les deux fonctionnent forcément en même temps et donc génèrent une source sonore importante et c'est pas utilisable au milieu du salon si en même temps on veut regarder un film. Et l'autre système, c'est un système où le concentrateur va pouvoir fonctionner indépendamment du compresseur. Donc on peut mettre le compresseur plus loin dans le garage quand on remplit les bouteilles d'oxygène et c'est un petit peu moins bruyant du coup. C'est plutôt adapté aux patients qui vont déambuler avec des débits d'oxygène inférieurs à 3 litres par minute. Ça fait du débit pulsé, donc avec la version PIT qui permet d'économiser de l'oxygène. Et puis, c'est parfaitement adapté aux habitats un peu isolés. La deuxième solution alternative pour l'oxygénothérapie déambulation, c'est ce qu'on appelle les concentrateurs portables. Vous en avez ici différentes marques qui sont montrées et certains sont utilisables en bandoulière ou en sac à dos, pendant que d'autres sont utilisables sur un chariot que l'on tire derrière soi. La différence étant que les plus petits vont fournir des plus faibles débits d'oxygène et que si on a besoin d'un plus gros débit d'oxygène, on aura forcément, je dirais, un plus gros concentrateur portable. L'avantage, c'est que ils peuvent fonctionner soit en débit pulsé, soit en débit continu. Donc, typiquement, le débit pulsé pour l'utiliser à l'effort, à la marche en dehors de son domicile, et le débit continu pour l'utiliser, par exemple, la nuit quand on dort à l'hôtel, au camping ou chez les enfants. L'autre chose extrêmement avantageuse de ces concentrateurs portables, c'est que c'est le seul matériel qui est validé pour être utilisé dans l'avion. Quand vous souhaitez voyager sous oxygène, vous avez le choix de prendre l'oxygène de la compagnie, ce qui augmente beaucoup le coût du billet. Et du coup, la compagnie ne vous donne de l'oxygène que le temps du trajet et pas à l'aéroport ou à l'escale. Et donc, vous pouvez demander à votre prestataire un prêt de ce type de concentrateur portable une fois l'avoir essayé avec votre pneumologue traitant. Ça permet de prendre l'avion, sans surcoût et d'avoir également l'oxygène à l'escale et à l'arrivée. Ils sont également branchables sur l'allume-cigare pour améliorer leur autonomie. C'est réservé là aussi aux patients qui déambulent plus d'1 heure par jour en dehors de leur domicile théoriquement et avec des débits, on va jusqu'à concurrence d'un débit équivalent à approximativement 3 litres par minute. Voilà les sources dont vous pouvez éventuellement disposer et l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous présenter ce qui existe pour que vous puissiez en discuter avec votre pneumologue qui va, en fonction de votre mode de vie, vous proposer ce qui lui paraît le plus adapté. En sachant que toutes les sources doivent être rendues disponibles par le prestataire, mais qu'aucune de ces sources n'est parfaite et qu'elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Et très clairement, en fonction de votre mode de vie, de votre temps de sortie, d'un objectif de week-end par exemple, eh bien on va choisir une source d'oxygène différente, les unes par rapport aux autres, n'ayant pas de supériorité. Il y a une place importante, je pense, de l'éducation thérapeutique et le fait que les malades soient au courant de ce qui existe, ça permet aussi qu'ils puissent proposer ce qui leur conviendrait le mieux. Et puis, il y a aussi, au départ, en tout cas, je crois, une place à la surveillance personnelle de l'oxygénation avec un petit oxymètre au bout du doigt, ce qui permet en gros au début quand on ne se connaît pas très bien ou qu'on n'a pas de très bonne idée du débit d'oxygène par rapport au souffle et par rapport à l'effort, d'économiser au mieux l'oxygène en se disant pour être bien au repos, j'ai besoin de tant d'oxygène et pour une saturation qui doit être de temps. Et je vérifie à l'effort que j'ai suffisamment mis d'oxygène et je monte en fonction et je redescends dès que l'activité physique se calme, ce qui permet d'autonomiser le patient et puis d'améliorer les capacités d'autonomie en termes de quantité d'oxygène ou en termes de batterie en fonction de sa source utilisée. Et très clairement, c'est un choix qui prend du temps et qui justifie une consultation qui soit quasiment consacrée à l'oxygénothérapie, en plus de vos consultations habituelles pour la fibrose pulmonaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vais repasser la parole à Monsieur Fourier. Merci beaucoup, professeur Georges et docteur Beltramo, pour la clarté de vos présentations. Je crois que vous avez tous les deux très bien pointé la difficulté d'accepter en fait cette étape
cette étape qui impacte fortement la vie quotidienne d'un malade FPI. Je vais maintenant me tourner vers le docteur Van Wallegem. Bonjour docteur. Comment pouvons-nous mieux appréhender cette étape-là, s'adapter à l'oxygénothérapie, vivre mieux avec, enfin, une multitude de questions. Merci. Merci, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité pour parler des ressources psychologiques qui permettent d'apprivoiser l'oxygénothérapie. Alors, on peut utiliser la métaphore du tsunami pour décrire l'effet psychologique de l'annonce de la fibrose, comme toute maladie grave, sur le patient, mais aussi sur les proches. On peut utiliser cette métaphore parce que la maladie va venir effracter dans la vie et elle va venir bouleverser l'équilibre de vie qui existe, aussi bien pour le patient que pour ses proches, et elle va amener du stress, de l'angoisse. Donc, il y a une forme de violence à travers l'annonce d'une maladie. Et après le passage de ce tsunami, c'est très important de pouvoir se réajuster, de pouvoir trouver un nouvel équilibre de vie pour soi et puis pour le couple. Et ce nouvel équilibre, il passe par la mise en place de stratégies qu'on appelle des stratégies d'adaptation et qui vont permettre de s'adapter au retentissement des symptômes sur la vie de tous les jours. Parfois, l'adaptation ne se met pas en place. Ça arrive quand on reste bloqué dans des émotions qui peuvent être, par exemple, la dépression, la colère ou la sidération. Quand on nous annonce quelque chose qui est trop difficile à entendre, on peut avoir un effet de sidération, c'est-à-dire une difficulté à penser, à réfléchir et à ressentir. Et quand on est dans cet état-là, ça peut être difficile de s'adapter. Donc, c'est des passages émotionnels qui peuvent être transitoires, mais c'est des passages aussi pour certaines personnes qui peuvent perdurer. Et quand ils perdurent, eh bien, il va falloir peut-être demander de l'aide pour pouvoir s'adapter. Alors, il y a une adaptation initiale au moment de l'annonce de la maladie, et puis quand il y a d'autres étapes importantes, comme l'oxygénothérapie, il va y avoir à nouveau des adaptations spécifiques à mettre en place. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui peut rendre difficile l'adaptation à l'oxygénothérapie. Ce qui peut rendre difficile ce passage, c'est peut-être tout d'abord la représentation de l'oxygénothérapie, qui peut être, pour reprendre des mots de patient, une étape qui rapproche de la fin et qui, de par cette représentation, peut générer une forte angoisse, qu'on appelle une angoisse de mort. Et si l'angoisse est trop forte, elle peut empêcher à nouveau de réfléchir et de trouver comment s'adapter à l'oxygénothérapie. Donc l'angoisse, elle peut constituer un frein à l'adaptation. Il y a ensuite le fait que l'oxygénothérapie va rendre plus visible la maladie aux yeux de tous. Et le regard des autres peut parfois générer du stress si on ne sait pas comment gérer ce regard des autres. Donc parfois, on peut être tenté d'éviter d'utiliser l'oxygénothérapie, par exemple avec des proches, avec l'intention de ne pas inquiéter les autres. Et du coup, on peut avoir envie de pas l'utiliser pour éviter le regard des autres. Et du coup, ça risque de renforcer là aussi la difficulté à s'adapter à cet état. Ce qui peut rendre aussi difficile le passage à l'oxygénothérapie, c'est le décalage qui peut exister entre les résultats médicaux qui objectivent ce besoin d'oxygénothérapie et puis le ressenti personnel qui peut être différent pour différentes raisons, et notamment le fait d'être prêt ou pas à cette étape. Et puis le décalage, il peut se retrouver aussi au niveau des représentations, entre la représentation des soignants qui peuvent voir l'oxygénothérapie comme une aide, un coup de pouce, une béquille, et puis le patient qui peut voir qui peut se représenter l'oxygénothérapie au départ peut-être plutôt comme un boulet ou un fil à la patte, à nouveau pour reprendre des termes qui ont été partagés par certains patients. Enfin, ce qui peut rendre difficile le passage à l'oxygénothérapie, c'est les contraintes matérielles qu'imposent les bouteilles d'oxygène, le poids du sac à dos, et ces contraintes, en fait, elles peuvent augmenter le besoin d'aide vis-à-vis de l'entourage, et ça peut être difficile d'accepter, de demander de l'aide, et puis on peut avoir peur que la maladie soit un trop lourd fardeau pour l'entourage. Donc il y a différentes raisons en fait qui peuvent rendre difficile ce passage,
On va voir, ça va être vraiment important de pourtant s'adapter parce qu'il y a un risque au niveau émotionnel. Si on ne parvient pas à s'adapter à l'oxygénothérapie alors qu'elle est nécessaire pour la santé, le risque au niveau émotionnel, ça va être la dépression. La dépression, c'est un état de grande fatigue, de grande lassitude avec un manque d'envie. Et le manque d'envie, ça va être notamment le manque d'envie de faire des projets, le manque d'envie de se battre, le manque d'envie de continuer à avancer. Et ce risque, il existe, il est montré au niveau scientifique par des études qui ont montré qu'entre 24 et 49% des patients qui ont une FPI 24 à 49% des patients peuvent présenter des symptômes de dépression et ces symptômes peuvent s'accompagner d'anxiété. Et si la dépression s'installe, bien sûr, la qualité de vie va diminuer et l'adaptation, là aussi, va être de plus en plus difficile à l'oxygénothérapie. Alors, comment s'adapter à la vie avec oxygénothérapie? Alors, tout d'abord, on peut parler du regard, l'importance du regard qu'on porte sur l'oxygénothérapie. Et par le regard, on entend en fait l'attention et plus précisément le focus attentionnel, c'est-à-dire sur quoi je vais porter mon attention. Face à une épreuve difficile de la vie, si on ne fait rien, notre regard se porte de manière automatique vers les aspects négatifs de la situation. Et donc, si on ne fait rien, c'est comme ça que la dépression peut s'installer, par ce mouvement automatique de focus attentionnel sur le négatif. Donc, pour aller à l'encontre de ce mouvement automatique, il faut réorienter volontairement l'attention vers les aspects positifs du moment, et même dans une situation négative, il y a toujours du positif. Ça peut être un temps d'échange agréable avec un proche, ça peut être des projets qu'on va faire. Le professeur Georges a parlé de l'idée de partir en week-end. Effectivement, il y a toujours des possibilités de faire des projets. Et puis, on va aussi réfléchir à tout ce qui est résolution de problèmes par rapport aux problèmes qui se posent au quotidien, comme justement comment expliquer l'oxygénothérapie à mes petits-enfants. Et ce mouvement volontaire, bien sûr, il demande des efforts, c'est difficile. Il ne s'agit pas de nier le côté négatif. Il s'agit en fait de prendre un angle de vue qui est le plus large possible. C'est-à-dire vraiment de pouvoir intégrer dans son angle de vue à la fois les aspects positifs parce qu'ils vont être moteurs, ils vont être source d'énergie pour avancer, et à la fois les aspects négatifs parce qu'il va falloir trouver des solutions pour ces aspects négatifs. Donc, le mouvement automatique focus l'attention que sur le négatif et donne en fait une vision des choses très restreinte, très limitée. Et l'objectif, c'est d'ouvrir le regard pour intégrer la réalité dans son ensemble. Alors, en psychologie, on s'intéresse beaucoup aux interactions entre nos pensées. Par les pensées, on entend les croyances, les représentations, nos émotions, ce qu'on ressent et puis ce qu'on fait, nos comportements. Si je me dis, oh là là, je vais pas supporter l'oxygénothérapie parce que je vais pas supporter que les autres me voient diminuer, ce que je vais ressentir, ça va être par exemple du découragement. Et si je me sens découragée, ce que je vais faire, c'est que je vais m'isoler, je vais me replier sur moi, je vais abandonner mes projets. Et si je me replie sur moi, si je me sens comme ça découragée, que je me replie sur moi, mon entourage va se sentir démuni. Et le fait que je vois mon entourage être démuni, ça va renforcer mon isolement, ça va renforcer mon découragement. Et c'est comme ça qu'on a des cercles vicieux qui s'installent et qui viennent faire le lit de la dépression. Si à l'inverse, j'ai un point de vue plus intégratif et que je me dis, je suis vraiment déçue d'avoir l'oxygénothérapie, j'aurais vraiment voulu m'en passer. Mais grâce à cette aide, mes autres organes vont continuer à bien fonctionner. Ce que je vais ressentir, ça va être plutôt de l'apaisement. Et cet apaisement, cet état apaisé, va me permettre de communiquer plus facilement avec mon entourage. Et si j'arrive à en parler, je vais me dire, les autres me comprennent, c'est difficile ce que je vis, mais au moins je me sens soutenue, je me sens compris par les autres, et ça, c'est important. Et dans ce cas-là, ce qui se met en place, c'est plutôt un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, il va être important parce qu'il va permettre de faire avec la maladie. Donc, on a des ressources au niveau des stratégies d'adaptation, on a des ressources psychologiques au niveau de nos pensées, mais aussi au niveau de nos émotions, au niveau de tout ce qui est stratégie de régulation des émotions, j'en parlerai en dernier, et puis au niveau de nos comportements. Et parmi les comportements, on peut tout d'abord parler des comportements de communication et d'affirmation de soi.
L'affirmation de soi, c'est la capacité à dire ce que je pense tout en écoutant le point de vue des autres. Donc, si je dis ce que je pense, je suis dans le respect de moi. Si j'écoute ce que disent les autres, je suis dans le respect des autres. Et ce qui va être important à communiquer, à exprimer, c'est son ressenti, l'aide dont on a besoin, mais aussi l'aide qu'on ne souhaite pas recevoir. Car les autres vont nous proposer une aide en fonction de ce qu'ils pensent être aidant pour nous. Et les autres ne sont pas nous, donc ils ne savent pas vraiment ce qui peut nous aider. Et c'est très important d'exprimer ce qui nous aide si on a envie que les autres puissent nous aider. C'est aussi important d'écouter ce que ressentent les autres. Et quand on se dit, par exemple, que non, ça va être trop lourd pour les autres, etc., c'est à eux de l'exprimer. Et il faut qu'on puisse entendre aussi que parfois ils se sentent impuissants, qu'ils ont envie de pouvoir aider, et qu'on puisse trouver ensemble comment justement cette aide peut se mettre en place. Donc cette communication et cette affirmation, elle permet à l'entourage de comprendre et de s'ajuster, et du coup de savoir quoi faire pour bien faire. Ça évite tous ces mouvements de surprotection. La surprotection, c'est une privation de liberté, donc c'est désagréable et ça peut amener des émotions négatives comme de l'agacement. Et puis, ça favorise le sentiment d'être compris et soutenu. Quand on n'est pas affirmé, on va tomber dans ce qu'on appelle des pièges. Et les pièges fréquents, en fait, c'est l'inhibition. C'est-à-dire que je vais pas parler, je vais pas dire ce que je pense parce que je sais que les autres, mon entourage est déjà inquiet. Alors, si en plus je parle de maladie, peut-être qu'ils vont devenir plus inquiets. Donc, souvent, l'intention, elle est bonne. L'intention, c'est de protéger l'entourage. Le problème, c'est que cette stratégie, elle fonctionne pas parce que l'entourage a besoin de trouver une place. Et finalement, quand le patient ne parle pas, c'est très difficile pour l'entourage d'amorcer la conversation, la discussion. L'entourage risque d'être maladroit ou par peur d'être maladroit, risque de ne pas parler aussi. L'autre piège, c'est l'exclusion. C'est de se dire, de toute façon, tous ceux qui n'ont pas la FPI ne peuvent pas comprendre. Et quand on exclut les autres en se disant qu'ils sont pas capables de comprendre parce qu'ils vivent pas quelque chose de si difficile que nous, on ressent de l'agacement et de la colère vis-à-vis des autres en général. Et en fait, là, c'est une croyance, c'est ce qu'on appelle une croyance, une pensée. En réalité, non, les autres peuvent tout comprendre à deux conditions. La première, c'est qu'on leur explique. Et la deuxième, c'est effectivement qu'ils aient envie d'entendre et qu'ils soient en capacité d'entendre. Parce que si le conjoint ou le proche est trop en souffrance, il faut d'abord qu'il puisse régler sa souffrance pour entendre ensuite celle de l'autre. Mais la plupart des gens sont capables d'entendre et ont envie d'entendre, mais parfois on les prive de l'explication parce que il y a cette pensée qui est peut-être culturelle de penser que si les autres ne vivent pas la même chose, ils ne peuvent pas comprendre. Et ces deux postures, ces deux pièges vont renforcer l'isolement et la souffrance aussi bien du patient que de l'entourage. Il y a une autre chose qui est importante à prendre en compte, c'est les besoins. Quand on communique, ça permet de prendre en compte les besoins de chaque conjoint. Et c'est la prise en compte des besoins de chaque conjoint qui va permettre d'instaurer un équilibre de vie équilibré. On a des besoins physiques comme manger, dormir, mais nos besoins psychiques sont tout aussi importants. Et c'est très important que chacun puisse exprimer dans un couple ses besoins, malade et aidant. Parce que si par exemple l'aidant se dit non, je vais plus aller au club de marche parce que mon conjoint peut plus marcher aussi vite que moi et donc lui peut plus participer à cette activité qu'avant on partageait et ça risque de le rendre triste de plus pouvoir venir. Donc tant pis, je laisse tomber mon besoin alors que le fait de marcher peut-être c'est un exutoire, un moyen de gérer le stress. Finalement, si je ne réponds plus à ce besoin-là, ça va amener un manque et donc ça va amener un déséquilibre dans la relation. Pareil, si le patient n'exprime pas que l'aide qu'on lui propose, il se sent surprotégé, il risque d'accepter des aides qui lui conviennent pas. Et là aussi, ça va créer des déséquilibres. Et puis, ces déséquilibres vont amener un épuisement physique et psychique et vont amener soit du repli de chacun des conjoints, soit des conflits. Alors, échanger avec les proches, c'est très important. Échanger avec les autres patients, c'est très intéressant aussi. Ça permet d'avoir une autre forme de soutien. Ça permet aussi de soutenir les autres et du coup d'avoir une place qui est intéressante aussi. Ça permet de lutter contre l'isolement.
quand on parle de sa maladie, ça permet d'alléger un petit peu la charge émotionnelle associée à la maladie, donc c'est toujours positif. Et puis il y a tout un échange de stratégies qui peut se faire. Discuter avec les autres, c'est s'ouvrir à d'autres manières de voir la maladie, à différentes manières de faire avec la maladie. On va pas nécessairement s'approprier les stratégies des autres, mais le fait d'entendre plein de stratégies, ça nous donne des idées pour savoir quelles sont les stratégies qui sont bien pour nous. Et donc, pour ça, les groupes de parole proposés par l'association sont vraiment, à mon avis, une super opportunité. La vie, c'est les projets. Donc, vraiment, je vous encourage à faire des projets à court terme. On peut lire un livre qu'on aime, à moyen terme, programmer un appel en visio avec un proche, programmer des vacances, comme l'a rappelé le professeur Georges. Voilà, les médecins sont à l'écoute pour adapter au mieux les aides à votre vie. Donc, il faut en profiter et faire des projets. Faire des projets, c'est se mettre dans la dynamique de vie. Donc, c'est lutter contre toutes les angoisses qu'on peut avoir négatives. Et puis, je terminerai par l'axe de la régulation des émotions. La régulation des émotions, c'est quelque chose qui s'apprend et une des façons faciles de réguler ses émotions, c'est d'apprendre la relaxation. On peut apprendre la relaxation comme on apprend à faire du vélo. Quand on apprend à faire du vélo, on s'entraîne et au bout d'un moment, le cerveau, il acquiert un savoir-faire. Il sait comment pédaler, il sait tellement qu'il peut même pas expliquer comment il fait. Et la relaxation, c'est pareil. Quand on en fait un peu au début, on découvre ce que c'est que l'état de détente physiologique. Cet état de détente physiologique, il va induire un état de détente psychologique. Et à force de faire de la relaxation, le cerveau acquiert une expertise dans ce domaine. Et en fait, il est capable de déclencher l'état de relaxation en moins d'1 minute. Et cette étape-là, c'est celui qu'on vise, nous, en psychothérapie, parce que c'est celui qui nous permet de gérer le stress. Donc, la relaxation, c'est bien pour se sentir bien. Ça peut être un moment de bien-être, mais ça va au-delà. Quand on maîtrise les techniques de respiration, c'est un élément qui nous permet de gérer le stress. Et si par exemple il y a une toux à cause de la maladie et qu'on est stressé, le stress va venir renforcer nos points faibles. Donc là, il va venir renforcer la toux. Et si on gère bien son émotion, par exemple avec la relaxation, on peut limiter l'effet du stress sur certains symptômes. Et donc éviter de majorer par exemple la toux par le stress. Et puis, on sait quand on a des ruminations, quand on a des angoisses, on a des ruminations, ça va empêcher de dormir. Là aussi, la relaxation facilite l'entrée dans le sommeil. Et puis, le dernier point important avec la relaxation, c'est que ça favorise la récupération. On sait que la FPI, c'est une maladie qui peut être fatigante et du coup, d'avoir un moyen de récupération rapide avec la relaxation, c'est intéressant. Et puis la méditation, c'est pas tout à fait la même idée, c'est un terrain qui est proche, mais c'est pas tout à fait le même. L'objectif, c'est d'apprendre à se centrer sur le moment présent sans le juger. Et quand on fait de la méditation, on développe des compétences dans tout ce qui est acceptation, bienveillance, tolérance. Et c'est des ressources psychologiques qui sont fondamentales pour vivre avec la maladie. Voilà, donc par rapport à toutes ces stratégies d'adaptation, parfois un soutien psychologique est intéressant. Ça ne veut pas dire tout au long de la maladie, pas nécessairement, mais parfois pour franchir certaines étapes, ça peut être aidant. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Stéphanie pour votre éclairage et je crois qu'on est tous touchés par vos précieux conseils. Donc merci. Le temps est passé vite et on a beaucoup de questions, beaucoup de questions qui nous avaient été transmises avant la conférence et qui pour certaines ont déjà été répondues lors des exposés. Mais malgré le temps, je propose qu'on prenne le temps quand même, le temps qui passe, de répondre à quelques questions. Mes excuses pour ceux qui, si on dépasse un peu les 18 heures, mes excuses pour ceux qui devraient quitter à l'avance. Mais bon, vous savez tous que la conférence sera visible en replay de toute façon. Donc, si j'essaye de répondre à un maximum de questions en essayant d'être assez rapide et concis dans vos réponses, s'il vous plaît. Peut-être une double question peut-être pour le docteur Beltramo, des questions assez techniques en fait. La première, c'est est-ce que l'essoufflement se mesure? Et la deuxième, c'est à part l'oxymètre, y a-t-il d'autres moyens de contrôler sa saturation?
Alors, l'essoufflement se mesure-t-il? Oui, l'essoufflement, c'est une donnée qui n'est pas objective, c'est du subjectif, hein, c'est comme la douleur. Chaque patient va ressentir un essoufflement qui lui est propre en fonction d'un stimulus donné et il ressentira pas forcément le même essoufflement pour le même effort dans une situation donnée que dans une autre. Et un autre patient qui aurait exactement la même maladie, la même atteinte, ne ressentira pas non plus le même essoufflement. Cet essoufflement, donc, il est objectivable il est mesurable que chez un patient donné, avec pour référence ce propre patient, et ça se fait par des échelles verbales simples entre 0 et 10, entre 0 et 5, etc., ou des échelles analogiques où on voit un trait sur lequel on déplace un curseur entre il n'y a pas d'essoufflement et c'est le pire essoufflement imaginable. Donc oui, on a ces mesures-là, et puis nous, médecins, on a d'autres échelles à l'interrogatoire en fonction des difficultés que peut exprimer le patient pour certains gestes de la vie quotidienne ou pour des efforts maximaux, etc. Il y a plusieurs échelles qui existent et qui nous permettent le suivi. Pour ce qui est de la mesure du taux d'oxygène, il y a la méthode invasive des gaz du sang et puis il y a la méthode avec l'oxymètre, mais il n'y a pas d'autres techniques de mesure à ma connaissance de cela. Si le professeur Georges me dit que non, mais je la vois me faire signe de la tête. À ma connaissance, il n'y en a pas non plus en expérimentation actuellement. C'est le seul moyen et c'est un moyen indirect qui est très fiable. Une autre question peut-être pour le professeur Georges ou vous, docteur Beltramo. Ça a été abordé lors de vos présentations, mais la question revient. En fait, c'est à partir de quand et qui décide du passage sous oxygénothérapie? Alors, à partir de quand, je dirais, les critères sont assez stricts hein, et sont recommandés en fonction de chaque maladie. Effectivement, dans la fibrose pulmonaire, on a détaillé ces critères et ces critères, ils reposent soit sur la mise en évidence d'une désaturation quand on met la pince au bout du doigt et qu'on vous fait marcher dans le couloir le plus vite possible pendant 6 minutes, soit sur des contrôles de gaz du sang que l'on fait en général pas de façon systématique dans la fibrose, mais sur une plainte d'essoufflement ou sur l'apparition de signes de retentissement éventuellement cardiaque avec des œdèmes des membres inférieurs ou sur une certaine atteinte aux explorations fonctionnelles respiratoires où on se dit là, il est temps de vérifier le taux d'oxygène et on demande à ce moment-là le gaz du sang. Mais c'est vraiment sur des symptômes qui s'associe à une mesure du taux d'oxygène dans des situations qui sont soit de repos, soit d'effort. Il est quand même extrêmement rare qu'on propose de l'oxygène uniquement sur le chiffre, sans les symptômes. Souvent, ça va avec quand même un essoufflement qui est ressenti comme gênant dans la vie quotidienne. D'accord. Merci. Docteur Van Wallegem, bon, ça aussi, vous l'avez un petit peu abordé, mais la question revient, comment oser se confronter au regard des autres, en fait, que ce soit les proches, la société? Comment pouvez-vous vous aider? Alors peut-être en se disant que l'oxygénothérapie, c'est pas un choix, hein, c'est quelque chose de subi, et que peut-être on peut faire confiance dans la capacité de l'autre à comprendre et à s'adapter, et puis qu'on peut aussi ne pas donner trop d'attention à ceux qui seraient pas en capacité de comprendre ou à ceux qui veulent pas comprendre. Et dans le même ordre d'idées aussi, puisqu'on est dans l'explication, comment parler de ça, c'est une question aussi qui est revenue plusieurs fois, comment parler de la maladie à mes petits-enfants? Bon, c'est un peu plus large que l'oxygénothérapie. Oui. Mais... Ouais, c'est très important de parler de la maladie et puis même de l'oxygénothérapie parce que les enfants vont voir, donc ça va susciter des questions et parfois les enfants n'osent pas poser la question si les adultes n'en parlent pas. Donc c'est important de leur expliquer la situation parce que ça va leur permettre de gérer leurs inquiétudes. Les situations que les enfants comprennent pas, ça génère beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétudes. Par contre, quand les enfants comprennent, là, ils vont mettre en place des stratégies aussi pour s'adapter. Donc, ce qu'on fait, c'est que selon l'âge, on va adapter le niveau de vocabulaire au développement de l'enfant et aussi on va adapter le contenu. C'est pas la peine de tout dire, en fait.
Ce qui compte, c'est de nommer les choses. Dire, bah voilà, on a des poumons, les poumons, ça se situe ici, ça sert à respirer. Et puis, bah, tu vois, moi, j'ai des difficultés à respirer. C'est à cause d'une maladie qui s'appelle la fibrose. Et du coup, le médecin, pour m'aider, bah, il me donne ça, tu vois, c'est une bouteille d'oxygène. Et puis, on donne quelques éléments. Et puis, surtout, on ouvre la porte. On dit, est-ce qu'il y a des questions que tu te poses par rapport à ça? Si tu veux, tu sais que tu peux venir me les poser aujourd'hui ou un autre jour. Voilà, tu n'hésites pas. Mais on va pas donner trop d'informations parce que ce qui compte, c'est d'ouvrir la porte et de nommer les choses. Dès lors qu'on a posé des mots, l'enfant se sent autorisé à poser les questions. Et parfois, pour trouver les bons mots, on peut s'aider de supports de livres. Les livres sont très aidants pour discuter avec les enfants parce que c'est pas toujours facile de trouver les mots et de mettre le niveau de vocabulaire au niveau de l'enfant. Il y a plein de livres très bien faits sur le corps humain et avec des livres sur le corps humain, une page par organe. Donc on peut parler du cœur, on peut parler des poumons. Ça permet de pas focaliser que sur un seul organe. Du coup, on va pouvoir justement expliquer comment les poumons fonctionnent en lisant la page avec l'enfant et du coup expliquer pour soi comment est-ce que soi on fonctionne. Donc ça me paraît important. Et puis, l'enfant, il peut retourner vers le livre. Donc, si par exemple, on lit avec lui, puis qu'à un moment donné, finalement, il se repose des questions, il sait où aller. On lui a donné une stratégie. Et puis, il y a aussi des livres de manière plus générale qui abordent le handicap. Et quelque part, c'est l'occasion de parler avec l'enfant de cette question du handicap, de l'ouvrir à ça, à quel regard on pose sur le handicap. Et c'est quelque chose qui pourra l'enrichir pour sa vie à lui. Donc effectivement, la discussion, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Ça peut être simple et voilà, simplement nommer, ouvrir la porte, dire voilà, on peut en parler quand tu veux. Je te laisse me poser des questions. Voilà, c'est important de pas amener trop d'infos pour pas trop inquiéter. Et donc on part de ce que l'enfant comprend et de ce qu'il veut savoir. Et l'enfant nous guide très bien dans ce qu'il veut savoir. Si vous nous donnerez les références et on pourra les publier sur notre site. Peut-être un retour vers les pneumologues. Bon, il y a beaucoup de questions très personnelles où là, je vais quand même demander aux patients qui les posent ou aux aidants de se rapprocher de leur médecin et de leur pneumologue. On peut pas rentrer dans des questions trop personnelles lors de cette conférence. Par contre, bon, il y a quelques questions un peu plus générales. Par exemple, que faire en cas de forte sécheresse buccale? C'est des choses qui arrivent fréquemment quand on est sous oxygène. Et puis une autre aussi qui est la différence. Quelle est la différence entre les lunettes, le masque? Voilà. Si vous pouvez élaborer un petit peu dessus. Donc en fait pour la sécheresse buccale, il n'y a pas énormément de solutions techniques. Alors la majorité des sources portatives en tout cas n'ont pas d'équipement pour la sécheresse buccale parce que ça alourdit forcément le matériel. Et puis pour ce qui est des sources fixes, c'est un matériel qui est optionnel, donc il faut le demander au prestataire. Il n'est pas forcément fourni avec un humidificateur, votre concentrateur ou votre cuve d'oxygène. On visse un bocal dans lequel il y a de l'eau stérile qui permet d'humidifier l'oxygène qui est inspiré. Ça, c'est pas comme ça nécessite forcément un peu d'entretien, de changer l'eau, d'entretenir la propreté de ce bocal. C'est pas forcément fourni avec l'oxygénothérapie. Après, il y a des sortes de sprays de salive artificielle. Il y a au moins 1 ou 2 médicaments qui sont des sprays de salive artificielle qui permettent aussi d'améliorer les symptômes de sécheresse. Donc, c'est pour la première question. Et la deuxième question, c'est vrai qu'on dit classiquement que pour les débits élevés, les lunettes sont moins adaptées parce que le débit ne passe pas quand on est à 10 litres ou 12 litres d'oxygène. Le calibre des lunettes n'est pas suffisant. Alors, c'est vrai pour les lunettes de l'hôpital. Il y a des lunettes spéciales chez les prestataires qui ont des modèles de lunettes avec un diamètre un petit peu plus élevé pour les hauts débits d'oxygène, qui sont donc adaptés à ces débits d'oxygène. Et puis sinon, s'il y a vraiment un besoin d'oxygène supplémentaire, et bien pour qu'il y ait moins de perte d'oxygène et que ce soit plus concentré, et notamment chez les patients qui, à l'effort ou quand ils sont très essoufflés, vont forcément respirer par la bouche et donc on va perdre de l'efficacité de l'oxygénothérapie, on peut enrichir avec un masque, voire avec un masque avec une réserve qui se gonfle d'oxygène qu'on appelle un masque à haute concentration. Ça, c'est vraiment quand même pour des situations très particulières. C'est peu utilisé au domicile et souvent réservé quand même à des situations d'hospitalisation ou à des situations particulières où on va conseiller aux patients pour l'effort
quand c'est un effort intense avec des besoins d'oxygène importants, on va pouvoir conseiller un masque en alternance avec les lunettes. Merci. Une question, Dr. Van Walgem, qui revient aussi également souvent, c'est un sentiment de culpabilité, en fait. Oui, être malade et dépendant de ses proches et le rajouter encore plus au moment de l'oxygénothérapie. D'accord. Donc, la question de comment gérer la culpabilité, finalement. Tout à fait. Là aussi peut-être avec bienveillance et de se dire finalement c'est à nouveau c'est quelque chose qui est subi, qui est pas choisi, et donc peut-être se poser la question de la bienveillance, parce que parfois on est plus dur envers soi qu'envers les autres, et on peut se poser la question de si c'était quelqu'un d'autre qui était malade, est-ce que je le considérerais comme responsable de la situation? Donc c'est important d'avoir de la bienveillance envers soi-même, et la culpabilité, elle se dépasse beaucoup par le dialogue. Justement, comme on l'a vu tout à l'heure, le dialogue permet à chacun des proches d'exprimer ses besoins, son point de vue, et comme ça on va pouvoir créer un équilibre et s'alléger de la culpabilité, parce que la seule responsable dans l'histoire, c'est la maladie. Mais parfois, du fait des pensées, des croyances, des représentations, on peut se tromper. On peut penser qu'on est responsable. Mais le seul responsable, c'est la maladie. Vous parliez tout à l'heure aussi de continuer à vivre, d'avoir envie, de faire des projets, etc. Pourquoi est-ce si important, en fait, de continuer aussi à sortir de chez soi, d'avoir une vie sociale, malgré l'oxygénothérapie, pour contrebalancer cette difficulté à la vivre? Alors, parce que quand on est seul, en fait, le risque est de s'enfermer dans ses ruminations. La rumination, c'est une pensée automatique qui tourne et on a du mal à en sortir si on n'a pas de stratégie pour en sortir. Et donc, le fait d'aller vers les autres, de s'ouvrir, ça permet de se décentrer de soi, de s'ouvrir aux autres. Et en fait, ça allège, ça évite les ruminations. Donc, en fait, ça aide à se sentir mieux. Et puis, le fait d'avoir une vie sociale, d'aller vers les autres, c'est l'occasion de passer des bons moments, de profiter de moments qui sont précieux, qui ont du sens, qui donnent du sens à la vie. Et donc, c'est aussi important que de faire des projets, que de maintenir une vie sociale. C'est pas facile, c'est pas toujours facile d'aller vers les autres quand on a une situation comme ça, mais c'est nécessaire. Et le plus dur, c'est de se lancer. Donc il faut essayer de se lancer. Et puis en général, après, on se rend compte qu'on est capable. Une fois qu'on a perçu qu'on était capable, après, ça va. Donc les efforts, c'est surtout au début. Et là aussi, si c'est trop difficile, vous pouvez vous faire accompagner par un psychologue, et ça peut être juste une consultation pour dépasser ce problème, et puis après, vous n'en aurez plus besoin. Et c'est important de ne pas s'enfermer dans une situation problématique alors qu'on peut trouver des solutions pour gérer ces situations. Ok, j'ai envie de conclure en fait sur cette touche positive. Merci encore Stéphanie, Marjolaine et Guillaume d'avoir pris le temps, ce temps-là avec nous ce soir. Vous l'avez fait avec beaucoup d'empathie et beaucoup de talent. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi les laboratoires Roche pour l'organisation et puis les équipes de communication pour la réalisation de la conférence. C'est un sujet très important et vraiment à la FPI, nous avons envie de réfléchir comment aussi mieux vous accompagner, par exemple en référençant les prestataires, on en parlait tout à l'heure sur notre site, et aussi sûrement, c'est une réflexion qu'on avait depuis quelque temps en créant un groupe de parole, un groupe patient spécifique sur l'oxygénothérapie, de la même manière en fait qu'on essaye de le faire sur les groupes régionaux. Donc désolé pour les questions que nous n'avons pas eu le temps que nous n'aurons pas eu le temps de prendre. Vraiment, celles très détaillées qu'on a pu avoir, je vous invite à consulter votre pneumologue et à demander une consultation, comme ça a été dit tout à l'heure, une consultation spécifique à votre pneumologue, même si on n'a pas tous la chance d'être suivis à Dijon avec leur belle consultation d'oxygénothérapie. Vous pouvez aussi continuer à nous poser vos questions à notre adresse que vous connaissez, contact@fpiasso.com, et nous les transmettrons à nos experts et à nos invités de ce soir. Et voilà, en attendant notre prochaine webconférence, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de profiter de la vie.
Et au revoir, à bientôt.